Bonjour et bienvenue sur Carter et Piston, surtout et plus particulièrement dans les bruits de paddock 2.0, puisque, comme vous l'aurez constaté, comme je l'avais annoncé dans la dernière émission, eh bien, les bruits de paddock vont faire l'objet, vraiment, ils vont être décentrés, ils ne feront plus partie de l'émission, et on va vraiment dédier les bruits de paddock. Bien évidemment, on va continuer à parler des championnats du monde, Superbike, MotoGP, enfin un petit peu toutes les catégories. Et je vais essayer d'à chaque fois être accompagné d'un pilote, voire deux, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc on a la chance d'être invité aujourd'hui par, on est invité chez notre ami Marc Fissette et son fils Lucas. Et donc on va parler de deux personnalités de la vitesse belge, à savoir que Marc a une carrière, ça fait 3 pages, je les ai reçues, donc on a largement de quoi parler, et Lucas qui lui est en début de carrière et qui commence. Donc on va commencer par d'abord, bonsoir mon cher Marc. Bonsoir Arnaud. Tout va bien? Tout se passe bien. Ouais. Merci de nous accueillir, merci aussi d'avoir prévu ton fils, parce que ça c'est bien, on va pouvoir parler de la jeunesse et ça fait du bien. En 2 mots, Marc, est-ce que tu pourrais te décrire? J'ai 51 ans, je suis tapissier garnisseur de métier. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tapissier garnisseur, c'est recouvreur de salon, canapé, fauteuil, oui, etc. J'ai fait 35 ans de compétition moto, donc, du championnat de Belgique au championnat du monde, en passant par le Titi, le Nord-Ouest, enfin, des courses Macao, un petit peu extra ordinaire. Voilà, on va dire un peu sortir du commun, des circuits qu'on connaît tous ici en Belgique aujourd'hui. Donc voilà, maintenant j'ai mon petit garçon de presque 15 ans qui s'est mis au supermotard l'année passée, qu'on a inscrit à l'académie de Mété, à la Belgium Motorcycle Academy. Oui, qu'on connaît bien. Où Barry Baltus a fait ses débuts et maintenant on voit où il en est arrivé. Donc voilà, tout se passe bien pour nous. Ok. Est-ce qu'on peut dire que ta carrière de pilote est terminée? On peut dire que ma carrière de pilote est terminée. Je ne cherche plus à rouler. Okay. Maintenant, je ne te cache pas que si un jour l'occasion se présente, si on me contacte pour les 6 heures de Spa, avec une bonne moto, dans une bonne équipe, je serai heureux de le faire. Partant de remettre mon cuir, mon casque, mes gants, mes bottes, ma dorsale et de remettre du gaz. Super. Bon, et toi, Lucas, c'est à toi de te présenter maintenant. Voilà, bonjour, je m'appelle Lucas Fissette, j'ai bientôt 15 ans et je suis pilote en supermotard à la Belgium Motorcycle Academy. Je suis en tête du championnat depuis 3 mois. Depuis le début de saison, ouais. Ouais, début de saison. Et tout se passe bien, donc... Alors, moi, si tu veux, c'est important pour le public de bien comprendre, en fait, quels sont les steps. Bon, ton père t'a mis sur une moto à quel âge? Lucas, je pense qu'à son anniversaire de 2 ans, avait déjà une moto électrique, une Ducati copie Nicky Hayden, avec les petits trous à l'arrière. Mais à 2 ans, il mettait déjà du gaz, et même plus jeune que ça, je me souviens, même plus jeune, sur un 3 roues électrique, je l'apprenais à faire des wheelings dans l'atelier, à tourner en rond. Donc on va dire que depuis son plus jeune âge, Lucas connaît la poignée de gaz. Oui, c'est bien. Et toi, quel est ton premier souvenir de moto? Mon premier souvenir, c'est comme il raconte dans la cour d'une école, sur la Ducati, en train de rouler avec mon parrain qui courait à côté, ma soeur qui faisait du roller à côté aussi, et c'est de là que tout a démarré. Ouais. Tu as tout de suite compris que c'était pour toi? Bah oui, avec mon papa qui faisait de la moto et qui m'achète des motos et tout ça. Ouais, tu as suivi la lignée, tu étais bien influenceur. Enfin, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Moi, j'ai fait le coup. Mon fils était sur une moto à 3 ans, à 5 ans aussi, une électrique et tout ça. Et pour finir, il préfère le vélo, donc ça arrive. Et d'une certaine manière, je ne suis pas mécontent. Enfin, c'est clair. Bon, Lucas, donc, essaye de me résumer qu'est-ce qui t'a amené là. En fait, quelles ont été les étapes? Tu as commencé à rouler. Quelle est la première catégorie où tu as roulé en compétition? La première fois que tu as fait une course et que tu as dû te battre avec d'autres, c'est quoi? C'est dans quelle catégorie? Tu peux l'aider. C'était en GP10, chez Mini Motores. Ok. Je lui avais mis d'abord à disposition une petite CRF 50, première course. Ok. Mais bon, il manquait vraiment beaucoup de puissance par rapport à la concurrence. Ouais. Donc on a tout de suite acheté une KTM 50 SX pour qu'il puisse au moins se battre avec la concurrence et pas se retrouver bien loin derrière.
Maintenant, c'est un autre avantage d'avoir commencé avec une petite moto peu puissante, parce que ça l'a forcé à essayer de rattraper les autres dans les virages. Oui, c'est vrai. Que quand il est passé sur une moto plus rapide, ben là j'ai bien vu que dans les virages, il devait plus freiner, plus se ralentir, parce qu'il arrivait à une plus grande vitesse. Mais je pense que de toute façon, il faut commencer par une petite catégorie, histoire de jouer avec sa moto, pour pouvoir grandir dans les catégories suivantes. Et tant qu'on peut jouer avec sa moto, une 150, quand on va monter sur une 250, on jouera avec la 250. Que si on brûle les étapes, pour moi, c'est voilà, un peu, Oui, enfin, c'est un écoute, peu mitigé, mais le faire passer directement de catégorie ou sur une 600 Super Sport aujourd'hui, je trouve que c'est trop tôt. Bien Il n'y a sûr. pas encore assez d'expérience. Pourtant, il y a d'autres garçons de son âge qui roulent sur des Super Sports, comme Tom Rollin ou d'autres garçons de l'académie, et ils se débrouillent très bien avec ces motos-là. Mais voilà, moi je préfère attendre un petit peu et ne pas brûler les échelons, et surtout qu'ils ne se fassent pas mal ni peur. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc ça c'est une chose. Donc première course, on en a parlé. Et puis après ça, tu l'as inscrit, tu as été roulé où? Vous avez passé quelle étape supplémentaire? Donc on a fait 2 ans chez Mini Motorez, les 2 premières années. Première année, il était champion de Belgique. Deuxième année, il était vice-champion de Belgique. En faisant la moitié de la saison. En faisant la J'ai moitié de la arrêté. saison, parce que c'était passé. Ben, j'ai arrêté par peur parce qu'un ami à moi qui roulait aussi est tombé dans le coma. Donc ça m'a fortement refroidi. J'ai arrêté et 7 ans après, je recommence enfin la moto. Ouais. Ok, bah, ça fait partie de la vie et de la carrière de quelqu'un. Ben, c'est bien qu'il ait réfléchi à ça aussi. Moi, je trouve que d'être une tête brûlée, c'est pas ce qu'il faut dans le milieu de la moto. Donc, il a bien réfléchi. Il s'est dit, ok, j'ai mon pote qui est dans le coma, il a 1 an de plus que moi, parce que ça vaut vraiment le coup de prendre des risques comme ça. Et puis, les motos sont restées dans le garage. Et je lui ai dit, le jour où tu veux rerouler, Elle est là. tu reprendras les motos. Et alors, il a roulé dans des prairies avec des copains. Et puis, je lui disais, écoute, je veux que tu trouves une activité après l'école. Il ne trouvait pas. Donc on a fait du football pendant quelques saisons, le temps qu'il a arrêté la moto, et puis il ne se décidait pas. Et puis il y avait l'académie, et je me suis dit, tiens, je vais l'inscrire, voir ce qu'il vaut à l'académie. Il a été recruté par l'académie, et ça grimpe maintenant d'année en année. Bon, maintenant, on peut dire que les choses sérieuses ont commencé, parce qu'il est à l'académie, donc ça veut dire qu'il est il est bien entouré, a priori. Ça, c'est une chose. Et donc, les choses sérieuses ont recommencé quand? L'année passée. L'année passée? Donc, tu as repris, ok, coup de collier, et maintenant on y va, académie, et donc maintenant, tu sais qu'il y a des résultats, mais tu es bien placé, tu es en tête du championnat, là? Ouais. Ok, bon. Bon, le talent était là. Ben, à croire. Ben non. À croire que ce sont dans les gènes des ficettes qu'il Ouais. y a quelque chose qui se passe. Bah, de toute façon, le talent, il faut l'avoir, et puis après, c'est du travail. Oui. Et il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais ce qui paye le plus, ça reste le travail. Et là, tu es. Donc, en fait, si tu gagnes cette année, ce que je te souhaite vivement, Merci. quelle est ta prochaine étape? Bah, montée de catégorie avec une 250. Ok. Et ensuite, 4 temps? Oui. Ok. Et ensuite, bah, voir si je change de discipline pour aller vers la vitesse ou si je reste toujours en supermotard. Ok. Actuellement, le supermotard, c'est un choix que tu as fait. Qu'est-ce qui t'a amené au supermotard? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller directement vers la vitesse? Bah, parce que c'est une discipline que j'aime, parce que bah, comme mon papa l'a expliqué, je roulais en cross dans des prairies, puis bah, dans mon passé, je roulais sur la piste, donc j'étais entre les deux, j'ai choisi le supermotard vu que c'était une discipline qui était entraînée à l'académie. Ouais. C'est bien parce que c'est vrai que c'est une catégorie. Enfin, faire du supermotard pour apprendre la glisse, pour apprendre à gérer, c'est plutôt pas mal. Ben, c'est une bonne école. Hein. Bon, moi, j'étais un peu surpris qu'ils choisissent ce supermotard, vu que moi, je ne connais rien du tout au niveau réglage, au niveau pneus, au niveau pression, au niveau. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour avoir une moto performante. Donc, j'étais vraiment novice, mais on a la chance avec l'académie d'avoir des papas qui sont là. Et qui, voilà, on le sait tous, la moto, ça reste une grande famille. Et ce que j'apprécie à l'académie, c'est que tout le monde est là pour s'entraider et pas, comme dans certains paddocks, Chacun sa mère. où tout le monde se tire dans le dos et ah non, je ne sais pas les rapports, je ne sais pas la pression, ou on donne, on dit mets 3 kilos alors qu'il faut mettre 3,8 kg. Donc ici, on a vraiment des papas très bienveillants pour nos enfants.
Et ça me rassure parce que bon voilà, je peux compter sur eux pour pouvoir régler au mieux sa moto. Bon alors, petite précision quand même, la Belgium Academy, donc c'est un produit, enfin c'est une création Zelos, Tout à fait. donc c'est une initiative à la base de Freddy Tachny, Oui. Qui est quand même quelqu'un qui fait plus qu'énormément Ah pour la vitesse belge. heureusement qu'il est, qu'il est Ah là. bah, sans Zelos, c'est sûr que Heureusement que Freddy est là. la vitesse belge ne serait certainement pas là où elle est, même si ça reste compliqué. Et enfin, toujours pour revenir au supermotard, bon, il faut quand même se souvenir qu'il y a plein de pilotes de renom, les Américains et tout ça, qui ont tous casé cet honneur. C'était du dirt track. Bon, le dirt track et le supermotard, c'est des catégories familiales, entre guillemets. C'est de la glisse, voilà, c'est une moto de cross à la base. Et on voit quand même que ça fait des très grands champions en vitesse. Parce qu'apprendre à glisser et aller vite sur un circuit de kart avec une supermotard, il ne faut jamais dire. De toute façon, on les voit tous, hein, les pilotes de MotoGP, les pilotes de Moto2, s'entraîner en supermotard pendant la saison, en motocross, en trial. Donc tout ce qui fait partie d'une moto, c'est toujours bénéfique, peu importe la catégorie dans laquelle on roule. Par contre, c'est quand même assez casse-gueule, non? Ouais. Alors le supermotard, moi j'en fais plus parce que je sais que... Ça glisse. J'aime quand ça glisse, Ça mais glisse parfois plus ça que glisse trop. d'habitude. Je suis trop vieux pour ce genre de choses. Bon, et donc en fait, ton avenir, en fait, d'une certaine manière, tu ne sais pas encore très bien si tu vas continuer vers le supermotard et tout ça. Tu es un petit peu dans une période où tu ressens, tu vois, et puis ça sera au feeling, quoi, tout simplement. Quoi. Ok. Et l'académie, ça fait combien de temps que tu y es, toi? 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Ok. Et donc, il y a des sélections pour l'académie, c'est quand même assez C'est ça, chaud, donc tu viens au mois de février, au mois de mars, tu fais une sélection, donc tu fais du gymkhana, tu roules un peu sur la piste, moto de vitesse, en supermotard. Oui, c'est multicatégorie. Donc l'académie, ce qui est bien quand même, c'est qu'en fait, ils t'entraînent, il y a des dates et en fait, c'est multi. Enfin, tu fais plein de choses différentes. Hein. Mais oui et non, je pensais quand même qu'il aurait eu plus l'occasion de rouler sur des motos de vitesse. Donc là, pour la sélection, ils ont l'opportunité de rouler sur le circuit de Mété avec des motos de vitesse. Mais après, suivant la catégorie dans laquelle ils décident d'aller, on se focalise plus maintenant supermotard, c'est plus supermotard. Donc il vient soit avec sa moto, soit il y a des petites motos à l'académie, ils font des petits circuits avec des plots là, et toute la journée ils roulent comme on voit les pilotes espagnols qui roulent. De toute façon, on roulait. Tous les pilotes aujourd'hui roulent avec ces petites motos, apprennent à les faire glisser, on met 2 cônes, on fait des whips et on essaye de faire déraper, donc style supermotard, mais histoire de pouvoir placer sa moto, la mettre en dérive et être à l'aise avec. Quand on freine à 200 mètres, qu'on est à 300 à l'heure et que la moto commence à partir de l'arrière, qu'on se sente à l'aise et qu'on puisse maîtriser cette glisse, même à 200 km/h. Ok, super. Écoute, je pense que on va terminer avec toi, parce qu'on en a parlé, j'ai plus qu'à te souhaiter de gagner le championnat. Et puis de continuer, mais bon, tu es relativement bien épaulé, enfin ton père est là et j'imagine que tu as plein de choses à lui dire tout le temps. Oui, on essaye à chaque fois de le corriger. Bon, maintenant, sur l'asphalte, j'ai facile. Sur la terre, bon, c'est vraiment pas mon domaine, donc là, je dois me référencer à d'autres pilotes ou d'autres coachs pour avoir des petits conseils, ceci, cela, parce que bon, voilà, la terre, c'est aussi sauter, réceptionner, essayer de ne pas trop fatiguer les bras, parce que là, à leur âge, ils ramassent beaucoup dans les bras et c'est difficile pour tous de finir une session de roulage ou une course quand ils ont fini leur course. Est-ce que tu en es déjà à devoir... est-ce que tu fais du sport? Oui. Et quel sport est-ce que tu fais? Je vais courir, je fais du vélo et C'est déjà pas mal. Un peu de physique. Hein, oui, du physique, un peu de tout. Renforcement, gainage, ce genre de choses. Oui, comme quoi il faut commencer tôt, il n'y a rien à faire, il faut s'entraîner déjà à cet âge-là. Bon, écoute, merci beaucoup, je te souhaite le meilleur. Merci. Et puis on se reverra certainement très bientôt. Ça va. Ça va? Ça va. Donc je te laisse ici. Ça va, merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne saison. Merci beaucoup. Marc. Arnaud. On continue à 2. Alors, je vais prendre les feuilles que tu m'as envoyées. Donc, quand je les ai reçues, c'est vrai que j'ai souri. Oui. Parce qu'il y a des gens à qui tu demandes leur palmarès et ça tient en 3 lignes.
Allez, 2 pages et demie, quoi. Je n'ai mis que les meilleurs résultats. Parce que c'est vrai qu'en 35 ans de carrière, j'ai fait énormément de courses. Ouais. Énormément. Bon, écoute, on va essayer de faire le récap rapide. Oui. Ok. Donc 1990, début en compétition à 16 ans, championnat de Belgique, 80 cc, premier. Oui. Ok. Champion de Belgique, dès la Ok. première année. T'arrives, boum, tac. Bah, j'arrive, non, pas boum tac, j'arrive, je termine troisième, et puis je termine deuxième, et puis il faut suivre le plus fort pour essayer d'apprendre et d'arriver à le suivre, et puis au fur et à mesure des courses, bah, on se rapproche. Et puis à Ostende, je me rappelle très bien, à Ostende, première victoire. À Ostende. Ouais, et puis je n'ai plus quitté. Au bord de la mer. Première victoire au bord de la mer, c'est pas Ouais, beau ça? ouais, c'était magnifique. Hein. Alors, 1994, 24 heures de Spa-Francorchamps, Stock Sport 750, premier. Ouais, mes premiers 24 heures de Liège en stock sport. En 95. Ouais, donc j'avais 20 ans. Quoi. Ok. J'avais 20 ans, c'était mes premiers 24 heures avec Patrick Courban et Benjamin Pister. Et on a gagné notre catégorie en stock sport. Quoi. Ok. À 20 ans. Ouais. 1995, championnat d'Europe, 125 cc. Championnat d'Europe auquel tu participes à l'époque avec des pilotes comme Valentino Rossi, Ouais. Gino Borsoi, Nieto, enfin tous des noms, des grands noms. de la vitesse. Beaucoup de pilotes avec lesquels j'ai roulé qui aujourd'hui ont fait leur carrière en Grand Prix Oui. et sont maintenant team managers de grandes équipes comme Valentino on connaît, mais Gino Borsoi Oui. du Nieto team aussi, Pramac, la Nieto famille, ouais. pareil chez Rossi dans le team Pour les Moto2. amateurs de GP, normalement, Nieto, c'est un nom Ça, qui... ça doit être connu. Oui. Hein. Alors, 1997, championnat de Belgique 250 et 750 cc. Alors, les 250, c'était 2 temps et 750, Oui. c'était 4 temps. Premier. Donc, 2 ans après, à 22 ans, donc, tu gagnes le championnat de Belgique 250 et 750. C'est ça. Ok. Tu fais aussi l'Ulster GP en Irlande, Ouais. en 250 cc, avec un retour du cours. Record du tour. Record du tour. Ouais. Alors que tu es newcomer. Je suis newcomer, j'arrive sur les terres de Joey Dunlop, Ouais. donc son circuit, Oui, oui. parce que son pub et son village étaient installés à 10-11 km du circuit. Ouais. J'arrive là, donc vraiment, mais très très bien accueilli, très bien renseigné. McGuinness m'invite dans son car, m'explique un petit peu sur quelle partie de la piste il faut rouler pour éviter les bosses, etc. Et puis on arrive à la course, je pense que je me qualifie 10e. Premier départ, avec l'aspiration, je me retrouve en tête. Et tu l'as gardé? Il y a drapeau rouge, donc je repars 3e sur la grille. Et puis là, je pars en tête et je fais toute ma course en tête. Et dernier tour, Joey Dunlop me passe au milieu du circuit. Et là, je me dis non, parce que tu ne peux pas mener toute une course et être battu comme ça au milieu du dernier tour. Donc, Mais tu vois, c'est ça qui fait un champion. C'est que voilà, tu as Dunlop qui te. Mais peu importe, ce soit Joey Dunlop ou voilà, maintenant aujourd'hui on sait qui est Joey Dunlop et ce qu'il a eu comme carrière. Oui. Mais moi, voilà, que ce soit Joey Dunlop, John McGuinness ou un autre, c'est un pilote comme un autre. Et moi, mon but, c'est de gagner la course, donc peu importe qui est devant. Donc quand j'ai vu Joey me passer, à la vitesse où il m'a passé dans une courbe, là, je me dis, ça va être compliqué d'aller le rechercher. Et finalement, je suis allé petit à petit, virage par virage. J'ai été le regratter et on finit côte à côte sur la ligne d'arrivée. Et je suis battu pour 3 millièmes de seconde. Ouais. Donc c'est sa victoire la plus serrée de sa carrière. Allez. Donc je suis quand même fier de ce résultat. Et en 97, je peux dire que voilà, j'étais au top de ma carrière, j'étais prêt à passer en mondial super sport, ce que j'ai fait l'année après, quelques courses. Bon, alors après, il se passe des choses, je les reprends les plus importantes. Alors en 1999, Coupe du Monde FIM 750 Superstock, où tu termines 4e. 4e du championnat. Oui. Dans ta première année de Superstock 750. Ouais. Avec des 750 contre des Yamaha. Ouais. Ouais. Oui. Il y avait du les Superstock, c'était. Ouais. Il y avait du 750 et du 1000 750 et 1000 mélangés. Ouais. Enfin. Ça, parce que, donc j'ai gagné plusieurs courses, j'ai chuté une autre fois, et puis je m'étais blessé, j'avais le pied cassé, donc j'ai su quand même aller en Italie faire la course, mais avec le pied cassé, c'est vraiment pas évident, donc je terminais 8e, donc j'ai perdu des points, et je finis 4e du championnat, qui n'est pas un mauvais résultat. Non, certainement pas, comme newcomer, c'est plutôt sympa. Ouais. En 2005, tu nous fais les 24 heures du Mans avec une 5e place au général. Ouais.
Team Acropolis, Superstock, et en fait, vous êtes premier de la catégorie On est Superstock. premier Superstock et on finit 5e au général, derrière les motos-usines. Ok. Bon, après, il y a encore championnat de Belgique. Ben oui, en fait, cette même année, en 2005, tu termines quand même premier en championnat de Belgique endurance stock 600. Tu termines aussi stock 600 en premier en championnat de Belgique et 600 Supersport premier. Donc, en fait, tu gagnes tout en 600 cette année-là. C'est ça. Ok. C'est ce que c'est écrit. Donc 2006, 2007, je vois des Bikers Cup et tout ça. Ça, c'est à l'époque où moi j'ai commencé. C'est ça. 2005, ma première course en Bikers Cup, des super Ah souvenirs. oui, là c'était. C'était la fête, c'était Francorchamps. Quand après les années 2000, je me suis dit, je me suis tellement investi pour arriver à haut niveau. Finalement, quand je suis arrivé au haut niveau, il fallait un budget faramineux pour pouvoir combler la saison. On n'a pas eu les moyens de réussir à payer toute notre saison. Donc j'ai dû abandonner à mi-saison le Super Sport mondial. Et je m'étais tellement investi que j'ai été dégoûté de ce sport au final qui ne récompense pas. Qui coûtait tellement cher et on était tellement peu soutenus, quoi. Donc j'étais aussi dans une période d'année où malheureusement certains sponsors avaient été un peu roulés par d'autres pilotes et avaient du mal un petit peu à lâcher leur budget. Donc j'ai arrêté la compétition pendant 3 ans et quand j'ai repris, je me suis dit maintenant je le fais juste pour le plaisir. Et là j'ai gagné beaucoup plus facilement. Moins de pression. Beaucoup moins de pression, beaucoup plus pour le plaisir, faire beaucoup de show. Ça, j'aimais bien faire du show pendant mes courses et après courses. et donc voilà, ça m'a permis de encore faire des 24 heures et de gagner des courses. Oui, moi je me souviens très bien de cette époque-là. C'était pour moi les belles années. Ouais. 2008, championnat de Belgique, endurance, Superbike, troisième, bon, mais surtout Macao. Donc en 2008, tu fais la première fois Macao. Oui. Ouais. Donc et là, ça, je suis invité pour aller à Macao. Ouais. On part avec Mario Cuper. Ouais. Team manager du KM99 actuel. Team manager de KM99. Donc il me dit, ok Marc, on part à Macao, j'ai une moto, et puis finalement la moto on ne peut pas l'avoir. T'as pas roulé avec la R1 de Bikers Day Pas la première année, non. C'est un ami de Mario, donc Mario a sonné un copain à lui, il dit écoute je suis embêté, j'ai pas de moto pour aller à Macao, pour Marc, est-ce que tu sais me prêter ta moto? On va à Macao, on a tout, mais pas de moto. Non. Au dernier moment, la moto qu'on devait avoir, on ne peut plus l'avoir. Ouais. Donc on prend la moto d'un pote, on va dire toi, qui a une erreur chez toi, tu dis ok Marc, allez, bon voilà, qui casse paye, je te la prête, va faire ta course. Je me qualifie 14e et je finis 9e, premier newcomer encore de cette épreuve. Et Macao, c'est quand même une course dont on parle trop peu, je trouve, en Europe, parce que c'est vraiment l'équivalent du TT dans des circonstances tout à fait particulières et différentes, puisque c'est un peu Monaco en immense. C'est ça. Mais c'est une course de folie parce que là, il n'y a pas de vibreur, il n'y a rien. Donc il y a juste des rails. Il n'y a que des rails pour nous arrêter. Et donc Macao, c'est quand même une course de légende. Donc encore une course de légende. D'ailleurs, en 2009, quand on parle de course de légende, en fait, tu fais le TT Île-de-Man pour la première fois. Tu termines 3e newcomer. Je suis 3e newcomer, oui. Ok. Mais je me rappelle, tu étais newcomer et je pense que tu as peut-être terminé 3e, mais il me semble qu'en essai, tu avais fait mieux, non? Je ne me souviens plus, mais c'est possible. Okay. C'est bien possible parce que le problème, on est parti avec une moto full d'origine. Ouais. Et la capacité du réservoir ne nous permettait pas de faire 2 tours. Ah oui, non. Donc je suis tombé en panne à la première course, au dernier virage, et là, c'est interdit de pousser la moto. Ok. Vu la complexité du circuit. Donc on abandonne en stock et le meilleur résultat que je fais, c'est 31e en Superbike. Oui, effectivement, en senior TT. Et en senior TT. Donc je suis repris pour le senior TT. Ouais. Et donc la même année, tu fais la fameuse course Northwest 200, qui est aussi de nouveau une course mythique là-bas. Et là, tu termines premier newcomer. C'est ça. Ok, bon. On continue, hein. Alors, on va parler de... en 2010, championnat d'endurance, je vois championnat de Belgique d'endurance, bon, c'était encore à l'époque, donc premier, ok, 24 heures du bol d'or, 6e général, Team Bikers Day, Stock Sport premier, ok. Ça, c'était aussi des belles années. On gagne encore, là, avec Grégory Fastré. Ouais, avec Greg, Fast Greg. Et vous étiez le 3e, c'est qui? Et alors là, c'était Raymond Chouton, je pense, le 3e pilote. Ok.
Pilote Bon, hollandais. oui, qui est devenu en fait, moi je le vois régulièrement en présentation Yamaha parce Voilà, qu'en c'est fait, ça. il fait partie du staff Yamaha et quand on a des présentations Yamaha, Raymond est toujours là en général. Il fait partie des salariés européens Yamaha. C'est ça. Voilà. Bon, après il y a 2011, il y a encore le Bol d'Or, il y a les 24 heures de Barcelone, il y a les 24 heures du Mans. Tac, 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 je vois en 2013, Ostende, IRRC, donc International Road Racing Championship. Tu termines premier à Ostende et donc tu réitères l'exploit de la première année, de la première fois que tu gagnes à Ostende. Oui, c'est ça. Voilà. Et bon, devant Didier Grams, quand même, qui était le champion Ouais. incontesté de l'IRC. Ouais. 2014, Nord-Ouest, Ostende, Chimay, IRRC en 2014, il y a un peu plus de 10 ans, Superbike premier à Chimay, donc en International Road Racing Championship, 6 heures de Spa deuxième. Alors les 6 heures de Spa, c'est vrai que c'est une course qui est méconnue à l'étranger, mais pour nous, Belges, bah, c'est un peu C'est la course de l'année. C'est hein. la course de l'année, oui. C'est 6 clair heures de que... Spa, bon, c'est Spa-Francorchamps déjà, Ouais. tout le monde connaît Spa. Ouais. Donc c'est vraiment la course. Moi, C'est le circuit mythique, c'est 55 équipages sur la piste. Donc, ça a été jusqu'à 70. il y a des motos partout. Ouais. Et voilà, Ouais. c'est chouette de pouvoir dépasser les copains. Oui, c'était vrai. Bon, 2014, Nord-Ouest, Ostende, Chimay, RC, tu regagnes à Chimay en 2014. Tu gagnes encore les 6 heures de Spa-Francorchamps avec le team RM Compétition. En 2016, tu gagnes les 6 heures de nouveau. En 2017, premier en RAC Trophy Métais. 6 heures de Spa-Francorchamps encore premier. Tu as gagné combien de fois les 6 heures? 3 fois d'affilée. Oui, ouais, effectivement, Ouais. en 2018, ouais. Ok, et bon, ben, en fait, on arrive en 2020, où là, tu es champion européen avec avec le fameux Team Force, où là, vous roulez en classique. Avec Là, alors là, voilà, j'ai une proposition pour rouler en classique, donc je me tâte un peu, moi qui descends de Superbike, rouler sur une classique, mais bon, connaissant le team de réputation, hein, Grégory Fastré, Richard Hubert, étant plusieurs fois champion d'Europe, bon, je me dis, ça doit, voilà, je veux essayer une fois, voir si ça me plaît. Bon, la catégorie, c'est pas ce qui me plaisait le mieux, mais au final, il y avait de la bagarre. Ouais, on se bagarrait pour la première place. Ouais, donc, oui, donc c'est gay. voilà. Ouais. Peu importe la catégorie, tant qu'on se bat pour gagner, moi, c'est... Donc le Team Force 56, qui est multiple champion, mais toi déjà, je vois que tu as gagné 3 fois avec eux. 3 fois le championnat. Ouais. Le 3 championnat. titres de champion d'Europe, 2 fois vice-champion. Ouais. Et puis, bon, mais c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans ceci, enfin dans ton palmarès, mais tes dernières années, vous avez roulé aussi dans le team Ducati. Dans le team Ducati Luxembourg HCR, effectivement. C'était une belle équipe, alors c'était pour le fun, vous avez quand même gagné des courses. On a gagné des courses, on a gagné deux championnats. On a gagné le championnat de Belgique et le championnat d'Allemagne la même année. Oui, le fameux avec les courses toutes à Nürburgring. On est allé à Most, on a fait plusieurs... C'est un chouette championnat. Hein. C'était, oui, des gars de l'IDM qui viennent s'entraîner, donc chaud, c'était pas rien de pouvoir se battre pour la victoire. Ouais. Et puis sur des V4R, il y a pire dans la vie, quoi. C'était gai. Ouais. C'était très très agréable. Et donc voilà, on arrive au bout de ton palmarès, et donc maintenant tu t'occupes de ton fils, et c'est très bien comme ça. Je m'occupe de mon fils et aussi j'ai une responsabilité dans le team ELF Marc VDS KM 99. Oui, avec ton t-shirt, c'est difficile. Donc j'ai 3. Enfin bon, maintenant je ne roule plus, mais bon voilà. J'ai Lucas et j'ai le team dans lequel il y a des responsabilités à tenir. Dans le KM99, si tu dois décrire ton poste, ta responsabilité, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis au panotage. Ok. Donc on va se dire, ouais, panoteur, quelle est la responsabilité de panoteur? C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Parce qu'on est directement en communication avec le box. On doit communiquer le chrono précis à chaque tour. On doit être vigilant si le pilote ne fait pas un signe du pied, de la main, pour dire qu'il va rentrer, pour dire qu'il a compris qu'il doit rentrer au box. Ouais. Parce que ça, des fois, on leur met box. Ils se disent, on se fait encore un tour, on remet box, alors on en refait encore un. Et puis le troisième pilote, il a que 3 tours pour... d'entraînement, quoi. Donc, non, c'est vrai que le pilotage... il faut vraiment être vigilant, bien suivre la moto, bien être là dans les chronos. Dès qu'il y a 10 secondes de retard,
prévenir le box que la moto a 10 secondes de retard, donc qu'il soit prêt à réceptionner. Et puis, c'est du panotage que vous voyez s'il y a le safety, le ceci, comment il est placé, où il est là, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour essayer de peut-être utiliser ça à bon escient. Donc, le panotage, c'est quelque chose C'est une stratégie. Faut, c'est à fond, ça. le nombre de tours. Donc, on sait que 4 tours derrière le safety car, ça remet un tour en plus en course par la suite, au niveau de la capacité d'essence. On doit communiquer le nombre de tours exact pour les pneus, pour la consommation d'essence. Donc oui, c'est un poste à responsabilité et dans ça le communique, team ça communique Elf Mark VDS, KM99, on n'a pas droit à l'erreur. On a les meilleurs pilotes, on a la meilleure équipe technique, tout est là pour réussir, pour gagner et pour même peut-être aller chercher la titre de champion. Oui, absolument. Un peu de chance. Oui, il faut. En fait, de toute façon, c'est ça. La chance. Je crois qu'il n'y a aucun champion ou championnat qui se fait sans toujours un minimum de chance. Il faut il faut du talent, de la chance, du travail, une bonne équipe. Enfin, il y a tellement de facteurs que effectivement, ça peut être compliqué. Bon, alors si tu veux bien, ben là on a terminé un petit peu la phase palmarès. Bon, maintenant on sait ce que tu fais. Alors maintenant on va rentrer dans les bruits de paddock en tant que tel par rapport à la lecture un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans les divers championnats du monde. Donc on va reprendre nos petits copions. Toi le tien est à droite, je crois. Ouais. Donc on va parler maintenant des divers championnats du monde. On va commencer par le MotoGP, n'est-ce pas ? On va descendre de catégorie, on va passer au Superbike et tout ça, mais bon, on va essayer de ne pas être trop long, on va juste essayer de commenter un petit peu l'état du championnat. Bon, alors l'état du championnat, j'ai envie de dire qu'au niveau MotoGP, ce qui pour moi est le fait le plus marquant, mais on l'a oublié, c'est quand même que le champion du monde en titre n'est pas là. Ça, c'est quand même l'info pour moi, la principale, c'est qu'il ne peut pas se battre. Alors, qu'est-ce qu'il ferait avec l'Aprilia? Personne ne le sait, mais quand on voit un Ogura qui vient d'arriver, le petit japonais, et qui roule sur une italienne. Je pense que c'est la première fois qu'un japonais roule sur une italienne dans le championnat du monde MotoGP. Ben, il est quand même huitième du championnat, notre ami Ogura. Et il vient d'arriver. Et donc, on se dit, bon, ben, qu'est-ce que Martin pourrait faire avec cette Aprilia? Bon, ben, personne ne le sait. On le saura mieux bientôt. déjà, logiquement. Oui. Enfin, en même temps, Ogura, lui, il a fait tous les essais, la pré-saison, il a fait les courses, il a fait cela. Ben, Martin, il débarque, en fait, il n'a pas roulé, quoi. Il s'est précipité aux premiers essais. Il s'est précipité à remonter sur une moto pour rerouler au deuxième Grand Prix. Il s'est reblessé une deuxième fois. Et maintenant une troisième fois. Et là maintenant une troisième fois à bout de force. Alors, on voit bien qu'au Qatar, là, il tombe, manque de force. Et malheureusement pour lui encore, il se pète des côtes, il va se toucher le poumon. Donc oui, mauvaise saison pour lui, mauvais début de saison. Il passe des étoiles à la nuit complète. Mais c'est bien dommage, comme tu dis, qu'il ne soit pas présent sur la grille parce que c'est... c'est le champion du monde. C'est le champion du monde et puis c'est un attaquant style Marquez. Oui, c'est hors pair. Oui, il va prendre des risques qu'un autre ne prendra pas. Oui, tout à fait. Bon, alors, fait marquant, bien évidemment, alors on va reprendre le résultat de la dernière course. Donc, rapidement, c'est quand même Alex Marquez qui gagne. Donc, bravo à lui. Premier GP où il gagne. Bon, c'est quand même, il est 2 fois champion du monde quand même, en Moto 3 et en Moto 2. Donc, c'est quand même pas n'importe qui, mais c'est surtout le frère de Marc. Et puis, il faut se rappeler qu'ils s'entraînent ensemble. Ils font tout ensemble. Donc forcément, quand tu es collé au champion du monde en permanence, que c'est ton propre frère et qu'ils se disent tout et qu'ils cèdent, déjà, il y a eu un petit peu la polémique du est-ce que les frères cèdent, ceci. Alors je crois qu'ils ne cèdent pas. Ils roulent tout simplement le plus vite qu'ils peuvent. Et Alex, pour la première fois, a terminé devant, puisque Marc est tombé, mais voilà. Quartararo qui fait quand même deuxième, et ça c'est quand même... c'est magnifique quand même pour les motos japonaises, qu'elles puissent revenir à l'avant du... Moi, je voyais l'évolution des Japonais. J'avais l'impression qu'Honda revenait plus vite que Yam. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les Honda reviennent plus en groupe. Par contre, Quartararo, lui, avec la Yam, c'est le seul qui perce et qui va tout devant. Mais il y a Miller qui marchait pas mal début de saison aussi, qui était même devant Quartararo, avec une moto qu'il ne connaissait pas, qu'il découvrait. Bon, donc, résultat, Marquez, Quartararo, Bagnaia, Vinales qui est quand même brillant, faut le dire, sur la KTM. Alors, Vinales, pour moi, c'est un pilote d'exception, parce que déjà, je pense qu'il a le record du nombre de constructeurs avec lequel il a gagné. Je crois que c'est le seul pilote qui a gagné avec 3 constructeurs. Et s'il gagne cette année avec KTM, il aura gagné avec 4 constructeurs, et ça n'est jamais arrivé auparavant. Alors, c'est un type qui, pour moi, est capable du meilleur comme du pire.
Oui. Je pense que, enfin, ça c'est tout à fait personnel, mais je pense qu'il y a une grosse part de mental. Mais c'est un type qui peut se transcender et aller gagner une course avec une moto, comme il l'a fait avec des Suzuki et des choses comme ça. On est à la barbe de tous les meilleurs. Et quand il est dans son jour et que toutes les planètes s'alignent, ce type, c'est gagné. Tout à fait. Mais par contre, sur la constance, c'est plus compliqué. Mais il le fait avec une KTM. Alors tout le monde disait cet hiver, ouais, mais la KTM, elle n'a pas évolué, ceci, cela. Bon, ben néanmoins, il fait quand même des belles choses. Il arrive quand même à la mettre devant. Ouais. Ouais. Bon, tu as Dina Gianantonio, qui est quand même le 3e pilote à rouler sur une GP25 chez Ducati, qui lui progresse. Binder, encore 10e. Acosta, en fait, l'air de rien, les KTM sont quand même là. Et puis la première Aprilia, c'est Ogura. Un peu décevant d'Acosta. Pardon ? Un peu décevant Acosta cette saison. Oui. Quand on voit les éclats qu'il a fait début d'année passée, alors qu'il débutait dans la catégorie, ici avec une année d'expérience supplémentaire, la moto qu'il connaît, mais il a du mal à se battre dans le top 5. C'est peut-être personnel, mais je pense peut-être que le package qu'on donne à Tech 3 est un package comme la GP24, tu vois, comme Marquez, Alex Marquez qui roule avec la 24 et une son moto Trek qui est déjà prête. Donc je pense que le Team Trek 3 roule avec des motos abouties où le développement n'est plus là. Ouais. Mais tu dois exploiter ton package au mieux. Et en fait, tu peux l'exploiter au mieux et faire des coups d'éclat là où il y en a d'autres qui sont encore à faire évoluer une moto et ils doivent encore la faire progresser. Comme toutes les nouvelles motos, généralement, les motos de l'année passée, surtout chez Ducati, gagnent un petit peu et sont très forts devant en début de saison. Et puis elles se font rattraper par les nouvelles qui ont toujours terminé 2e et 3e. Et puis elles gagnent à la fin de l'année. Ouais. Mais on est à moins d'un tiers du début de la saison. Donc voilà. Alors, alors ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que c'est Alex Marquez qui est quand même en tête du championnat, avec 1 point d'avance sur son frère. Marc Marquez. Alors il y a Bagnaia qui lui tient bon, même si ça a l'air parfois dur, mais il a quand même du potentiel et je crois en ce pilote et je pense qu'il va encore évoluer. Morbidelli, très belle 3e place pour un type qu'on avait à moitié enterré, mais qui roule avec la GP24, comme son frère Alex Marquez. Donc il y a quand même 2 GP24. Voilà. Dida Gianantonio qui est sur la 25, Quartararo qui lui est 6e, Johan Zarco. Top, hein. Top. 7e, premier pilote Honda avec une moto privée. Que dire ? Moi, il est éblouissant. Excellent pilote, très bonne analyse de lui-même. Il ne dit jamais que c'est la faute. Il se remet en question à chaque fois. Ouais. Et c'est ça que j'apprécie chez ce pilote, c'est qu'il ne trouve pas d'excuses. S'il a mal roulé, il a mal roulé. Tout le monde dit qu'il est extrêmement disponible, hyper disponible et tout ça. Et en fait, j'ai eu la chance de le rencontrer sur une présentation Ducati à Jerez. Et effectivement, il est d'une simplicité. Et alors, moi, j'avais voulu faire une petite vidéo avec mon téléphone juste pour dire que j'étais avec Johan Zarco. Et puis bon, ça donnait pas bien parce que c'est moi qui le tenais. Et puis c'est lui qui me dit, écoute, si tu veux, c'est moi qui le tiens, on le recommence, c'est moi qui le tiens. Et alors j'apparais sur le truc. Donc le gars, tu l'as jamais vu, il est là. Et puis je suis là, je suis un journaliste, et il prend mon téléphone, il dit qu'on va le recommencer, on va le faire comme ça va être mieux. Donc oui, effectivement, Johan Zarco est quelqu'un de non seulement extrêmement disponible, extrêmement poli, très cultivé, et surtout qui a une approche différente des autres, qui est très recentrée sur lui-même et sa perception des choses. Et ça fait de lui un pilote d'exception. Donc ça, c'était pour le MotoGP. Alors, pour le Moto2, là, pas besoin de vous dire que on va parler de notre ami Barry. Barry, où es-tu, Barry? Il est là, hein. Barry Baltus, qui est donc depuis cette année avec le fameux team Fantic, ex-VR46, a une certaine importance par rapport aux compétences du team. Alors au niveau de la dernière course, parce qu'on va commencer par là, donc c'est Gonzalez. Bon, là, c'est déjà un talent. Pour moi, Gonzalez, sa place en MotoGP est déjà faite. Dans mon idée. Mais c'est vrai que je ne sais pas d'où il est en Moto 3 lui. Oui, mais lui. Champion du monde Moto 3 Je ne sais pas te répondre. Ah, moi non plus. Non. Mais oui, il est à chaque fois devant. Oui, Gonzalez, et pas d'un millième ou deux, lui. Il est absolument. toujours à gap. Donc Gonzalez qui finit premier, on a Barry qui termine deuxième. Força. Agius, je ne sais pas comment on le dit, qui termine troisième. Moreira, talent en plein boom, le Brésilien, avec la numéro 10.
Très chouette look d'ailleurs, j'aime bien ses couleurs, bon, ça c'est autre chose. Denis Onchu, alors ça c'est exceptionnel parce que ça je connais aussi son frère, j'ai passé tout un week-end dans un box avec eux à Barcelone, je faisais des réglages de suspension et il était là avec son père et les deux frères étaient là, mais c'était avant qu'ils rentrent en championnat du monde. Et donc moi j'ai passé tout un week-end avec eux, c'est des souvenirs incroyables et c'est impossible de dire qu'ils sont jumeaux parce qu'il y en a un, il fait 1m50, il est blond, il a les cheveux courts et l'autre il fait 1m80, il a les cheveux ondulés bruns jusqu'au milieu du dos, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est assez exceptionnel. Et donc, en fait, Denis Onchu, bah, lui, il monte, c'est vraiment l'espoir. Il roule chez Akiajo, chez KTM. Ouais. Et son frère, lui, roule en championnat du monde Supersport chez Yamaha depuis cette année, puisque historiquement, les pilotes turcs étaient liés à Kenan Sofuoglu, qui avait une concession Kawasaki. Et qui a toujours, je pense, une concession Kawasaki en Turquie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu tellement de Kawasaki dans l'histoire. Toprak, il a roulé aussi sur Kawasaki en début de Superbike et tout ça. Bon, Arenas, bon, ben, là, c'est un vieux la vieille. Vietti, un talent de fou, mais il a difficile à concrétiser. Des hauts, des bas. Ouais, alors qu'il a la même moto que Honshu, il est chez Akiajo. Et Akiajo, c'est quand même un team multiple. Enfin, Akiajo, c'est une référence absolue. Il a des motos pour être champion du monde chaque année. Alors, Canet, qui lui a fait une course difficile et qui a terminé 8e. Et qui est donc le coéquipier de notre ami Balthus. Et comme pilote numéro 1, quand tu as le pilote numéro 2 qui roule et qui passe devant, ça fait jamais plaisir. Bah, il se met souvent par terre. Ouais. Il pousse. Donc au championnat, on a quoi? On a Gonzalez, hein. Oui. Ok. Dixon, très chouette, très sympa le gars. On l'avait aussi vu à la présentation, Marc VDS. C'est un talent, lui il est là depuis quelques années, il est performant, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus régulier. Et je pense que... bon, donc il y a Gonzalez, Canet qui est 2e, Dixon qui est 3e au championnat. Et Dixon, j'ai l'impression qu'il est un peu plus régulier que Canet, et donc ça pourrait remonter, ça va être chaud. Il y a Barry qui est 4e au championnat. Ramirez, 5e, Denis Onchu, 6e, Adjus qui est 7e, et 8e, Morera, qui est ce fameux, donc qui est chez Italtrans. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi en Moto 2, c'est qu'il y a deux châssis qui se démarquent principalement. Il y a le Kalex sur lequel Barry roule, sauf que Barry roule aujourd'hui sur le Kalex 2025, alors que l'année passée il roulait sur le Kalex 2023. Ce qui peut aussi justifier aussi une hausse de tout ça. Et donc, Ogura, l'année passée, était champion du monde sur un châssis Bosco-Scuro. Et aujourd'hui, les châssis Bosco-Scuro sont un petit peu à la traîne, ils sont en train de rattraper, mais il y a aussi une guerre de châssis en Moto 2. Et ça, tout dépend des circuits. Hein. On voit bien ici, de nouveau, au Mans, les Bosco-Scuro sont devant. Ouais. Maintenant, voilà, les Bosco-Scuro, elles sont bien sur certains circuits, mais les Kalex restent performantes sur tous les circuits. Bon, ça, voilà, rappelons aussi, championnat, logiquement, ça doit être une Kalex qui devrait être... Il y a 20 Kalex, 6 Bosco-Scuro et peut-être encore 1 ou 2 châssis. Ouais. Donc forcément, Kalex a un retour d'information exceptionnel. Et forcément, ça peut les aider, enfin ça ne peut pas, ça les aide. Alors on parle en Moto 3. Alors en Moto 3, là ça devient un peu plus chaud. Donc la dernière course, c'est Rueda encore qui gagne. Piqueras, jeune talent qui fait parler beaucoup de lui. Alors Kelso, il y a 2 ans, il avait fait une wildcard en Australie, c'est un Australien, il est tout roux. Il avait épaté tout le monde. D'ailleurs, je pense qu'il a un guidon seulement depuis l'année passée. Et il a quand même terminé 3e la dernière course. C'est une personnalité un peu particulière. Et je le suis beaucoup parce que c'est quelqu'un d'un petit peu à part dans ce championnat. Comme tous les Australiens, de manière globale en général, ils ont tous une personnalité forte, très cool. Enfin, c'est l'Australie, quoi. Okay. Bon, Fernandez qui a terminé 4e, donc la dernière course. Il y a Yamanaka, encore un petit japonais. Tant qu'on parle japonais, bah, celui qui a fait 6e, c'est Furasato. Et puis il y a Pini et puis Carpe, qui lui aussi se fait remarquer de plus en plus. Alors au championnat, ça donne quoi? Bah, c'est Rueda qui est en tête du championnat. Piqueras 2e, Kelso 3e. Je ne suis pas fou, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que le résultat de l'arrivée de la course. Mais pourtant, c'est bel et bien les places au championnat. Et puis Furasato, donc ça c'est bien parce qu'on voit des Japonais arriver. Et ça fait du bien de voir des Japonais arriver. J'aimerais bien aussi voir un peu plus d'Américains, tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai qu'il en manque. Hein. Voilà. Et donc les Japonais, c'est sympa. Carpe qui est 6e, Bertel qui est 7e, et Yamanaka, encore un Japonais qui est 8e du championnat. Donc il y a
le Japon est en train de développer un paquet de talents. Et c'est très bien comme ça. Donc ça, c'était pour le GP. Est-ce que tu as un mot à rajouter à ce sujet? Ouais, pour les petites catégories, malheureusement, Moto 3, depuis que Barry n'y est plus, ben, je ne suis plus de trop. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Donc là, tous les noms, bon ok, je regarde les courses, c'est toujours magnifique, les courses Moto 3. Ouais, On les voit même jusqu'au dernier virage, à 12 de front pour C'est rentrer. ce que je dis, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est qu'en fait, en Moto 3, je dis aux gens, pour les gens qui ne s'intéressent pas en Moto 3, si tu veux, juste à la limite, bon, le Moto 3, pour les gens qui aiment la course, en fait, c'est dans le Moto 3 qu'on voit le futur. Le futur est dans le Moto 3, c'est là qu'on voit les talents émergents. Et c'est là qu'on a vu Acosta et qu'on s'est dit, celui-là, il va faire boum. Enfin, il y en a plein qui sont passés par là, et voilà. Et donc, moi, je dis toujours, en fait, si vous voulez juste regarder quelque chose en Moto 3, regardez juste les 5 derniers tours d'une course de Moto 3, et vous comprendrez pourquoi c'est quand même une catégorie qui est fabuleuse. Mais ce que je peux rajouter, c'est, en fait, ce sont des pilotes très jeunes. Oui. Ils ont 15, 16 ans. Minimum 15. Hein? Ouais. L'âge de ton fils. Et il y a très peu de chutes. Malgré tous ces dépassements, Oui. où ils sont à 2-3 de front, Oui. il y a très peu de chutes. Donc ce sont quand même des pilotes qui ont beaucoup d'expérience. Ouais. Bah, ils viennent tous du jeu. Même s'ils n'ont que 15 ans, Ouais. c'est des gamins qui ont commencé à 3-4 ans et qui ne se sont jamais arrêtés. Oui, absolument. Absolument. Bon, ben ça, c'était pour tout ce qui était GP. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre catégorie reine, entre guillemets, donc le Superbike. Ouais. Bon, ben le Superbike, ça ne va pas être très long, parce qu'en fait, ce qui est le plus important à dire par rapport au Superbike, c'est qu'il y a eu un changement de réglementation assez violent cet hiver. Ça veut dire qu'ils ont permis à Ducati de récupérer des tours minutes qu'ils avaient perdus. Ce qui explique que Ducati est de nouveau en train d'avoir il domine pour le moment. Et par contre, BMW, qui n'avait jamais gagné et tout ça, qui avait des super concessions, comme ça s'appelle, eh bien, eux, ils avaient développé un châssis qui n'était pas le châssis exactement comme sur la M1000RR. Donc, ils ont dû revenir à un châssis précédent qui n'est pas super concession. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et depuis, Toprak, il rame. Bon, maintenant, il rame, mais il rame avec courage, fort comme un Turc, on dit. Hein. Il rame avec courage parce qu'il termine deuxième, et on l'avait même vu pleurer au parc fermé à la première course. Ça m'avait vraiment ému, parce que Toprak qui pleure dans les bras de son équipe, c'est que ça avait été compliqué. Bah, il se rend compte que, voilà, sans la concession de son nouveau châssis, du châssis qu'il avait lui développé, il retourne sur un châssis, on va dire, d'origine. Ouais. Et voilà, il sait qu'il n'a pas l'arme égale par rapport au Ducati. Et puis, il a un type de pilotage qui est bien particulier. Mais il a une grosse attaque, quoi. Il est fabuleux, c'est beau. Cascadeur, en fait, on voit bien que... Je dirais pas un cascadeur, je dirais plutôt, pour moi, c'est un type qui aurait pu faire du cirque. Mais tu sais que son papa faisait du stunt. Oui. Oui, papa de... Ça, j'ignorais. Si. Okay. Et c'est de là qu'il fait ses grands roues. Oui, mais au-delà de ça, quand il se met sur une main, qu'il prenne quoi que ce soit comme moto, c'est un équilibriste. Il aurait pu faire du cirque, ce type. Il a un équilibre de folie. Les freins, tout le monde a dit, Scott Redding, avant qu'il arrive chez BMW, il a dit, ouais, s'il croit qu'il peut débarquer et venir, freiner, lever la roue et rentrer sur l'angle avec la roue qui ne touche pas le sol, il ne va jamais y arriver. Bon, c'est la première chose qu'il a fait en arrivant. Malheureusement, c'était pas cool pour Scott Redding, mais il l'a fait, quoi. Ouais. Bon, comme je l'ai dit tantôt, ce qu'il y a, c'est que ce règlement a tendance à un petit peu donner... Alors, non, en même temps, c'est le boulot. Il le mérite, parce que c'est du boulot. Bon, on sait que Ducati bosse comme des malades. Donc, c'est quand même Ducati, Nicolo Boulega a fait pour la première fois un triplé à Crémone à la maison. Donc, pour lui, c'est fantastique. Ça lui permet de confirmer sa première place au championnat avec 198 points, et Toprak qui le suit de près avec 164 points, qui a quand même gagné des courses, mais qui est plutôt toujours deuxième, parce qu'il essaye, mais on voit que le Boulega sur sa Ducati est quand même un cran. On voit encore ici à Cremona comment Toprak attaque et comment Boulega a l'aisance derrière de le suivre et puis passer. Ouais. On voit que Boulega, il ne force pas. Oui. Le style de pilotage est radicalement différent. Oui, tout à fait. Mais enfin, je pense que si Toprak aurait une moto équivalente à celle de Boulega, il ne devrait pas se démener comme ça et attaquer sur des freins
comme il le fait, il doit forcer son pilotage Oui. pour essayer de suivre Boulega. Oui, je suis d'accord. Donc Nicolo Boulega en Superbike à Crémone fait le triplé, c'est son premier triplé en Superbike. Il faut quand même rappeler que c'est un gars qui vient du Supersport, mais du Moto 2 avant. Il a fait partie de la VR46. Il a roulé en Moto 2. Bon, ben, à un moment, ben, il faut faire des choix. Il est venu en Supersport, il a dominé avec la moto. Il a gagné le championnat du monde. Il est arrivé en Superbike. L'année passée, Toprak a roulé tellement fort que c'était impossible, mais il était quand même deuxième au championnat. Il était souvent, pour un newcomer, donc c'est quand même un newcomer, il débarque, quoi. Bon, Alvaro Bautista, lui, il est toujours présent, mais malheureusement, il est toujours troisième. Mais il revient un peu. Ouais, à fond, il revient un petit peu plus sur l'avance de la scène. Exact. Alors Locatelli qui roule très fort avec la Yamaha. Et puis, bon, ben, en fait, si tu regardes, tu as Nicolo Boulega qui est premier, tu as Bautista qui est troisième, tu as Danilo Petrucci qui est cinquième, donc avec Ducati, Sam Lowe's qui est nouveau sur Ducati. Andrea Iannone qui est sur Ducati. Donc, dans les 7 premiers, ça fait beaucoup de Ducati. Bon, ben, voilà, ça donne un petit peu une idée du championnat. Alors, eh bien, que dire que les courses sont fantastiques, mais ça, je pense que ça va être un duo, un combat jusqu'à la fin entre Boulega et Toprak. Mais les courses sont très très belles et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Bon, on passe au Supersport. Tu es d'accord ? Je suis d'accord avec toi. Je te remercie, Marc. Bon, Supersport, alors Supersport, moi c'est vraiment une catégorie que j'aime beaucoup. Que beaucoup ignorent. En fait, le Supersport, à la base, tu le sais mieux que personne, parce que moi, je t'ai connu comme un vrai pilote de 600, plus que... Et puis, tu as commencé en 1000 et tu as continué à gagner. Mais moi, je t'ai connu plus comme un pilote de 600 à la base. J'ai roulé, je ne sais pas combien d'années, moi, depuis 2003 jusqu'à 2011, 2012, où j'ai pris la 1000 avec Fabien Legrel, hein, je crois. Moi, j'ai les souvenirs de toi en combi fluo sur ta R6 fluo, quand tu roulais avec Julien. C'était sponsorisé pas mal aussi. Là. C'était terrible, les couleurs étaient dingues. C'était sympa. Oui, c'était voyant. Donc, alors, bon, en fait, ce que j'essaye de dire par rapport au Supersport, c'est qu'en fait, tout le monde connaît le Supersport parce que c'était la catégorie 600 cm3. En fait, tous les constructeurs abandonnent le 600 cm3 parce que c'est une... En fait, pourquoi ils l'abandonnent, c'est assez simple. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ils développent des motos qui font entre 8 et 900 cm3, mais qui développent la même puissance que les Supersports, entre guillemets. À savoir qu'on est entre 120 et 130 chevaux. Mais les 600 ont existé à une époque où rouler avec une 600 sur route était encore imaginable, alors qu'aujourd'hui, rouler en 600, en fait, ce fameux côté creux et puis toute la puissance qui vient en une fois, c'est des motos qui ont une allonge, qui prennent 16 000 tours. Et en fait, rouler sur route, en fait, tu manques d'agrément parce que c'est pas l'idéal. Tu dois attaquer, donc tu dois tout le temps, tu cravaches. Et si tu cravaches, tu es trop vite tout le temps. Alors déjà, on est trop vite de base, mais alors quand tu cravaches un peu, tu es le petit chapeau de la police là, qui te rappelle que... Voilà. Donc en fait, les constructeurs se sont rendus compte de ça. Ils ont tous abandonné. Yamaha continue à vendre la Yamaha R6, mais tu ne peux plus l'immatriculer, mais elle reste au catalogue. Il y en a plein. Bon, alors, Honda a abandonné le 600 pendant tout un temps et puis ils se sont dit merde, on va quand même la réhomologuer, on va lui refaire le moteur est resté quasiment le même, mais ils l'ont fait Euro 5 et la CBR est arrivée. Mais il faut bien comprendre que toutes les 600, y compris la Kawa, en fait, c'est des moteurs qui existent depuis 10 ans et en fait qui, au fur et à mesure des normes Euro, ont perdu des chevaux, tout simplement. La première R6 en 2008, je crois qu'elle était à 130 et puis maintenant, si tu achètes une R6 9, elle fait 122. Mais la base moteur est quasi identiquement la même. C'est juste la dépollution qui fait qu'en fait, elle perd des chevaux. Et en fait, pour éviter de réinvestir dans des moteurs sur des catégories où les gens n'achètent plus, ils se sont dit, il va falloir changer. Donc aujourd'hui, on retrouve en Supersport la Yamaha R9, qui est la digne remplaçante, qui a gagné d'entrée de jeu avec Manzi. Qui est une 900 cm3. Qui est un 890 3 cylindres. Alors, en 3 cylindres, tu as la R9, qui est en fait une MT-09 sportive, entre guillemets, parce que c'est exactement le même moteur. Et c'est un châssis d'R6 ou... Non. C'était un 3 cylindres, donc ils ont dû... Mais non, je pense plus étroit. Plus étroit. En tout cas, proche, mais le châssis a changé. C'était une moto très fine. Hein. Oui. Mais le 3 cylindres n'est pas si compact que ça, sur la MT-09. Et donc, il y a MV Agusta qui roule avec un 3 cylindres. C'est le 800. Le 800. Triomphe roule avec un 3 cylindres. Des 675 toujours. Non, 765. Ils ont le même moteur qu'en Moto 2.
mais avec des spécifications Moto 2, Super Sport, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes performances qu'en Moto 2. Okay. Alors, est-ce que la Super Sport est plus performante que la Moto 2? J'en sais rien. Mais ils sont désavantagés au niveau cylindré par rapport au Yamaha. Non, parce que si tu veux... Il y a 100 cm. Oui, mais alors ils ont tous, il y a des régulations, elles sont toutes passées au banc tout le temps, et en fait ils sont en train de faire un règlement où si ta moto... Mais si tu veux, au final, la R9, elle sort 120 chevaux de base, tu vois. Au même titre que la nouvelle V2S de chez Ducati, qui ne roule pas encore en compétition parce qu'elle n'a pas eu le temps d'être homologuée. D'ailleurs, je reviens sur le Superbike, les Ducati qui gagnent actuellement sont les anciennes V4R et pas le nouveau modèle de la Panigale. La Panigale, en fait, pourquoi? C'est parce que la nouvelle Panigale V4 est en fait un tout nouveau modèle, mais quand elles sortent, et pour acheter une V4, en fait, ce sont des 1100. Et c'est seulement quand Ducati développe la version R, qui est un 1000 cm3, mais avec beaucoup plus de titane et des spécificités moteurs différentes, qui nécessitent forcément un entretien beaucoup plus récurrent et tout ça. Mais ça veut dire que comme la V4R, nouvelle version, n'est pas sortie, eh bien, ça veut dire qu'actuellement, ils roulent toujours avec les anciennes. Et c'est vrai aussi en Supersport, où ils roulent avec l'ancienne qui est à 955 cm3, qui développe 152 ou 155 chevaux. Et donc, Ducati est obligé de rouler avec des brides à l'admission pour pouvoir niveler. Mais par contre, les Ducati, quand même, continuent, et l'année passée, faisaient des coups d'éclat et parfois gagnaient des courses, parce qu'il y a quand même la relance à la sortie de virage, quand tu remets gaz avec un bicylindre, le couple, il n'y a rien à faire. Alors, tu as beau essayer d'un peu étaler tout ça, mais c'est quand même compliqué. Néanmoins, les courses sont hyper disputées. Il y a déjà une Triumph qui a gagné, il y a Yamaha qui a gagné ici. Manzi est arrivé avec la R9 et directement il a gagné. Il a regagné encore. Il y a Tom Bouthamos qui, lui, a gagné avec la Triumph. Tu as Joe Mazia. Alors ça, c'est quand même assez dingue, parce que Joe Mazia, moi, quand on me dit Joe Mazia, mais je pense immédiatement Moto 3, Moto 2. Oui. Ce type, il a gagné Moto 3, il a été champion du monde. Il est passé en Moto 2, il a fait une saison, il a disparu. Et un type avec un talent pareil, de plus espagnol et tout, dit, mais comment ça se fait qu'il a débarqué en Supersport? Tu vois, c'est là que tu te dis, parfois, il y a des carrières qui bloquent, tu sais, hein, et tu as des gars comme ça qui ont la bonne nationalité, qui ont le bon CV et tout ça, et qui doivent quand même passer de Moto 2 en Supersport parce qu'ils ne trouvent pas de guidon en Moto 2. Ben oui, mais bon, tu sais que maintenant, en Moto 2, il faut finir avec une grosse valise pour avoir une place. Oui. Donc, est-ce que sa valise était vide ou à moitié remplie? Oui, mais enfin, un Espagnol champion du monde. Mais bon, voilà, il y a place pour 40 pilotes ou 30 pilotes en Moto 2. Et malheureusement, si tu rates un petit peu une saison, et que tu te retrouves un petit peu top 15, top 20, il n'y a plus de place pour toi. Bah, comme Barry, donc, je veux dire, si Barry n'avait pas fait deuxième au Qatar lui aussi, il se disait qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Il a cru qu'il ne roulerait plus. Vraiment, donc il partait aussi, je pense, peut-être vers le Supersport pour continuer à haut niveau, parce que redescendre en Moto 3, ce n'était pas possible. Et donc il faut bien qu'il continue à rouler, puisque bon, c'est sa passion, c'est sa vie. Quoi. On est d'accord. Donc Joe Mazia, 4e au championnat, avec Chanonchu, le frère de Denis, dont je parlais tout à l'heure, le grand avec des longs cheveux, qui lui maintenant est 4e au championnat en Supersport sur Yamaha. Donc il a fait quasi tout en Kawasaki, maintenant il est sur Yamaha. Luca Mayes, tu le connais bien toi. Pilote assez canon. Très chouette garçon. Champion du monde Supersport, qui a roulé pour le Team Bikers Day. Donc, d'ailleurs, c'est le Team Bikers Day qui a été un des premiers gros teams à le faire rouler en championnat du monde d'endurance. C'était Bikers Day, oui. Ah oui, il a roulé pour le Team Bikers Day. Ah, ça, je ne savais pas. Absolument. Jérémy Alcoba, Valentin Debise qui a fait un dernier week-end exceptionnel sur une Ducati. Alors lui, c'est Monsieur R6. Il a été roulé aux États-Unis, il a été roulé partout, enfin bon, R6. Et là, il a fait le pari de la Ducati et il a fait podium à la dernière course. Donc, finalement, on a Stefano Manzi, l'Italien, en première place. Bo Benschneider, dont on n'a pas parlé, mais qui fait quand même un très beau championnat parce qu'il est quand même 2e. Par contre, si tu me demandes avec quoi il roule, Bo Benschneider, j'ai difficile à te répondre, je l'avoue. Joe Mazia, Chanonchu, Luca Mayes et Valentin Debise, Marcel Schroeter, encore un ancien du Moto 2, et Xavier Cardelus pour terminer le top 3. Donc, championnat, moi je prends beaucoup de plaisir à regarder ce championnat aussi. Alors, on va terminer par un championnat un peu particulier, puisqu'il existe depuis l'année passée. Donc, c'est le fameux championnat. Alors, c'est le World Women Championship, alors c'est WCR, alors je le fais un peu en live, c'est l'impro.
et en fait je n'arrive pas à traduire, enfin bref, c'est le championnat du monde des femmes qui féminin. roule en R7, tout en R7, en même temps que le Oui, Superbike. c'est une coupe R7 en fait. Oui, c'est une coupe R7 féminine. Ouais. Et là, on retrouve des grands noms de la vitesse féminin, à savoir qu'il y a Maria Herrera, qui est en tête du championnat actuellement, ce qui est assez logique. Il y a Béatrice Neila, Roberta Ponziani, forcément, pas besoin de le citer pour dire qu'elle est italienne. Sarah Sanchez, Espagne. Astrid Magadil, donc encore... celle-là, Madrigal, je ne la connais pas, je dois dire. Alors en fait, pour revenir à ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 3 Françaises dans ce championnat. Bon, France-Belgique, on est quand même un peu... Pareil, on se comprend. Voilà. Donc on a quand même, en fait, Lucie Boudesseul, qui est 10e au championnat, qui est la première Française. Et puis il y a Émilie Bondy, qui est une pilote Zélos. Pilote Zélos, voilà, qui elle est 12e au championnat. Elle a chuté, elle fait un début de championnat un peu compliqué. Et on a quand même aussi Ornella Ongaro, qui est encore une Française, qui est en 15e position, donc il y a quand même 3 Françaises. Eh bien, ces courses, tu as déjà regardé une de ces courses? Je les ai regardées ici dimanche. Oui. Comment tu as trouvé? Une belle bagarre encore, hein, on est d'accord. Maria Herrera, etc. Et bon, voilà, tu vois pas que c'est des filles quand elles pilotent. Non, on est d'accord. Ce sont des pilotes. Ouais, voilà, ça pilote ce fort. sont des femmes, mais ça pilote vite. Et moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je roulais avec une pilote allemande, fille de l'importateur Suzuki. Je ne retombe plus, mais qui a une carrière aussi en Grand Prix. Je crois que j'ai déjà roulé avec elle. Elle a roulé en IDM, non? Oui. Je vois qui c'est. Et j'ai fait un peu toute ma carrière. On a grandi ensemble. Et on se bagarrait toujours pour les mêmes places. Et voilà, il n'y a rien à faire. On veut être devant la fille, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça, c'est humain. Enfin, Marc. Oui, c'est comme ça, voilà. Pas de politesse à ce niveau-là, on faisait pas de politesse. Non. Mais le but était d'être devant elle à chaque fois. Mais je vois qui c'est, j'ai roulé plusieurs fois avec elle. Eh bien, notamment ces fameuses courses d'endurance au Nürburgring. Oui. Elle était tout le temps là et elle a roulé en IDM, elle a un niveau, je peux te dire. Elle a roulé en Grand Prix, je crois aussi. Donc voilà, on a un peu fait le tour. Donc, on a parlé de tous ces championnats. Donc je pense je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je pense qu'on doit être aux alentours d'une heure, quelque chose comme ça. On va clôturer. Donc, est-ce que tu as quelque chose, toi, à dire ou communiquer pour clôturer cette émission? Si je peux remettre un mot sur le team Elf Marc VDS KM 99 avant les 6 heures de Spa. Je t'en prie. Avant les 8 heures de Spa. Les 8 heures de Spa, pardon. Qui vont se dérouler ici le 6 et 7 juin. Ouais, on y sera évidemment. Donc je vous conseille de venir voir cette épreuve du championnat du monde d'endurance qui est revenue sur nos terres ici à Spa-Francorchamps. Venez nombreux. L'entrée coûte, je pense, 50 €. Ce n'est pas énorme pour aller voir une manche du championnat du monde. Oui. On a besoin de vous, public, pour cette épreuve, pour qu'elle dure encore et encore et encore pour les années futures et pour peut-être mon fils un jour. C'est une course magnifique. En plus, c'est 8 heures, donc c'est quand même un sprint, c'est quand même de belles courses. Il y a la pit lane qui est ouverte le public a accès au paddock sans avoir un ticket en supplément. Ils vont avoir pit walk, donc voie des stands avec tous les autographes par les pilotes. Donc voilà, tout ça pour revenir que nous, c'est notre course à domicile. On est prêt, l'équipe est prête, les motos sont prêtes, les pilotes vont se remettre en question, parce que si chute au Mans, le Mans, ça fait beaucoup. Ok, on n'a pas été les seuls à chuter autant. On sait que le CERT a fait 7 chutes, Greg Black 3 chutes dans le même relais. Donc on va pas les excuser, on ne va pas les blâmer là-dessus. Mais ça reste ma politique. Une course d'endurance, il faut que ce soit une course sans problème. Si on arrive à faire une course de bout en bout, si tu veux la gagner, sans problème technique, déjà viser le podium. On pouvait être sur le podium à chaque épreuve, mis à part le Japon, là, où compliqué. Top 10, c'est comme si on faisait un podium en Europe. Donc voilà, je vous demande de venir nombreux supporter notre équipe. Eh bien, je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai justement quelque chose de sympa à annoncer par rapport aux 8 heures. Alors d'abord, c'est important parce que peu de gens le savent. En fait, Claude Michy Organisation, donc c'est l'organisateur du GP de France, qui a lieu actuellement. On est en plein GP de France. Et donc, la course aura lieu ce week-end. Et donc, c'est Claude Michy Organisation qui remporte pour la 3e ou 4e fois, je crois, le prix du meilleur GP de l'année, avec le maximum de fréquentation,
le maximum d'animation, le truc. Donc c'est à chaque fois, ils gagnent le plus beau GP de l'année. Et c'est la même organisation, donc c'est Claude Michier Organisation qui s'occupe des 8 heures de spa. Des 8 heures. Et nous, on a des 8 heures de spa. Et donc nous, on est entre guillemets partenaires en communication. Et donc vous allez d'ici quelques jours pouvoir gagner des places pour venir voir les 8 heures de spa. Alors je peux déjà l'annoncer, on va avoir 2 places à gagner qui seront des places VIP avec pit walk et tout ça, vraiment 2 places top où tu peux aller sur la pit lane au départ et tout ça, enfin vraiment top. On va encore avoir 8 places normales, classiques, pour le week-end à distribuer. On va faire ça en 3 concours. Donc, il y a un premier concours pour 2 places VIP, et puis on mettra 4 places en concours, et puis encore 4 places, mais ça arrive, le concours arrive, et on va aussi pas mal communiquer sur ces 8 heures qui sont quand même assez exceptionnelles. L'année passée, d'ailleurs, je t'avais déjà interviewé l'année passée pour les 8 heures, et donc on passera certainement à faire un coucou au KM, ça c'est sûr. Mais les 8 heures, venez-y, ça va être une très belle course. On prie pour que la météo soit avec nous, parce que la météo, c'est vrai que public sans météo, c'est compliqué. Ah, c'est vrai, oui. Mais voilà. Bon, ben écoutez, je pense qu'on y est, on est à la fin de cette émission. D'abord, je voulais te remercier pour le temps accordé. Sympa d'avoir vu ton fils aussi. Merci de nous accueillir chez toi. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'était donc les bruits de paddock 2.0, puisque cette nouvelle version des bruits de paddock va se retrouver. On va même en faire une émission podcast. Donc, s'il y a des amateurs, eh bien, sachez qu'on va passer ça en podcast. C'est important. On veut isoler ces bruits de paddock. Pourquoi? C'est assez simple. C'est qu'en fait, on a un public. Ben, forcément, quand on a une chaîne YouTube, ben, en fait, notre public, c'est les motards. Mais les motards, il y a plein de motards. Il y a le trial, il y a la vitesse, il y a le supermotard, il y a le ceci, il y a le routier aussi. Et puis il y a celui qui ne s'intéresse qu'est-ce qu'il va acheter l'année prochaine ou cette année ou ceci, cela. Donc on essaye de mettre tout ça, on essaye de s'adresser au plus large motard dans l'émission. Et comme, bon, ben moi il n'y a rien à faire, j'ai la vitesse dans le sang aussi. Et c'est ma passion. Donc, et puis, bon, ben, coup de bol aussi, c'est vrai que dans toutes ces catégories, le trial, le supermotard, ben, qu'est-ce qui a le plus de succès? C'est la vitesse. Ouais. Donc, autant surfer dessus, si je peux me permettre, puisque j'ai quand même des choses à dire à ce propos. Et donc, ben, on va isoler et on va essayer d'amener tous les gens qui aiment la vitesse vers les bruits de paddock, parce que peut-être qu'eux s'en foutent de la dernière Triumph, BMW, ceci, cela. Et donc, on va scinder et j'espère que ça vous plaira. Je vous rappelle qu'on a besoin de soutien. Alors, aux yeux des constructeurs et de tous les gens qui nous supportent, en fait, ben, le nombre d'abonnés a une importance a beaucoup d'importance. Donc, ça a une influence directe sur nos budgets. Donc, pensez-y. Et si vous vous abonnez, c'est un petit plus pour nous, c'est génial. Et donc, on est aussi présent sur TikTok. Non, pardon, je dis une grosse bêtise là. On n'est pas présent sur TikTok. On est présent sur Facebook, c'est là où on a le plus d'abonnés. On a dépassé les 10 000. Sur YouTube, on approche des 10 000. On est vraiment proche. Par contre, le compte Insta qui a été créé l'année passée, on l'a alimenté, mais il n'a pas pris parce qu'en fait, sur Instagram, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si tu ne sponsorises pas tes posts, ben, ils ne s'envolent pas. Ouais. Business is business. Donc là, on a commencé à un petit peu mettre du budget sur Insta. Donc, rejoignez-nous sur Insta aussi, ça nous ferait plaisir. C'est un petit peu aussi le réseau principal, j'ai envie de dire, pour nous dans le métier. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, ça nous ferait plaisir. Continuez à regarder l'émission. C'est ici qu'on se quitte. Encore merci pour tout. Continuez à nous soutenir. On fera notre maximum pour essayer de vous satisfaire. On se revoit très bientôt pour la prochaine émission ou pour les prochains bruits de paddock.